bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue à cette webconférence. Donc, où on va parler d'activité physique, de bouger, nager, faire du sport. Et pour cela, nous sommes donc entourés d'experts et de patients. Donc, nous aurons d'abord le témoignage d'Anne. Bonsoir Anne. Donc, vous êtes de Mon Réseau Cancer Colorectal. Merci d'être avec nous. Et puis, on sera avec Madame Labedade, Élodie Labedade. Bonsoir. Vous êtes stomathérapeute à l'Institut Curie. Merci et d'être avec nous. Et ensuite, nous aurons les conseils de Madame Faravel, qui est kinésithérapeute à l'ICM à Montpellier. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et je commodérerai comme toujours avec Laure, mais également avec Cyril, qui est co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal. Bonsoir Cyril, merci d'être avec nous. Et je laisse la parole à Laure. Alors, deux tout petits mots, parce qu'on veut très très vite, j'allais dire, parler de notre sujet. Mais ce soir, donc c'est la dernière webconférence de notre série Ligne colorectale. Donc pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les replays précédents sur notre réseau, sur les YouTube, mais aussi pour vous donner quelques nouvelles. Donc, dans quelques semaines, on s'apprête à vous proposer une toute nouvelle version de Mon Réseau Cancer Colorectal qui va répondre à énormément de besoins pour faire mieux pour ce réseau. Donc, je vois le sourire de Cyril qui attend comme nous vraiment cette nouvelle solution. Donc, voilà, restez connectés, venez régulièrement nous voir sur Mon Réseau Cancer Colorectal. Pour pouvoir, j'allais dire, comme nous, basculer dans quelques jours dans un réseau qui sera encore mieux, voilà, et qui mettra notamment encore mieux en valeur nos contenus d'information et notamment les replays qui sont si précieux. Et donc ce soir, on voulait donner la parole tout de suite à Anne pour vous apporter un témoignage très concret. Quand on voit sur le réseau qu'avec les chirurgies, les traitements, c'est pas si simple de continuer à pouvoir bouger, de savoir ce qu'on peut faire comme activité physique, reprendre quel type de sport. Et on s'est dit que cette alternance de témoignages et puis d'expertise devrait vous apporter voilà, des informations utiles. Donc, je remercie beaucoup Anne pour d'avoir accepté de témoigner ce soir et je te donne la parole tout de suite. Merci Laure. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci déjà pour cette invitation à m'exprimer et puis merci aux inscrits. Alors, je vais peut-être commencer rapidement par me présenter, dérouler rapidement mon petit pédigré médical, on va dire. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du rectum à l'âge de 50 ans, qui s'est avéré métastasé par la suite, ce qui fait donc 2 fois au poumon et 2 fois au foie, ce qui fait que j'ai derrière moi un parcours médical de 7 ans, en fait, avec des traitements divers et variés. Il y a eu 5 lignes de traitement. J'ai eu de la radiothérapie avec de la chimio orale, de la chirurgie assez invasive au poumon. J'ai eu une laparotomie. J'ai eu plusieurs protocoles de chimio. Voilà, et tout cela a duré 7 ans. Ça m'a laissé quelques petites séquelles quand même pour le sujet qui nous intéresse, puisqu'on va parler activité physique ce soir. Alors, les séquelles, grosso modo, c'est une colostomie, donc ma Catherine, j'appelle ma Catherine, et qui est devenue définitive. Et puis, une neuropathie périphérique qui se traduit chez moi par en fait un engourdissement des pieds, ce qui est effectivement très embêtant pour les activités sportives. Alors du coup, j'avais quand même envie de témoigner parce que j'étais quelqu'un qui, avant ce cancer, faisait de la course à pied. Alors pas du marathon, jamais, mais un peu de course à pied. Et j'avais besoin de continuer quand même une activité un petit peu exutoire. Alors, j'avais déjà, quand je faisais de la course à pied, comme j'habite en montagne et que c'est problématique en hiver, j'avais investi dans un vélo elliptique. Ça me permettait de faire le sport à la maison. Donc, comme j'avais cet ustensile à la maison, dans un premier temps, j'ai continué le plus régulièrement possible entre les traitements ou quand les traitements le permettaient, j'ai continué à marcher sur mon vélo elliptique. Mais
assez rapidement, c'est devenu quand même trop difficile parce que le vélo elliptique, il y a une résistance dans les jambes. Donc, bon, ça, c'était quand même un peu compliqué. Mais je voulais quand même, en fait, continuer une activité sportive parce que ce qui était important pour moi, alors, c'était pas du tout de faire des prouesses, hein. On est bien d'accord, hein, on est dans l'activité sportive, pas dans quelque chose de très intensif. Mais j'avais besoin de l'inscrire en routine. En fait, c'est vraiment la question de la routine, si possible tous les jours, sinon quand je pouvais. Et j'ai investi pour le coup dans un tapis de course à pied et de marche rapide. Je ne cours pas dessus, mes pieds ne le permettent pas. J'ai un trop grand manque de sensation au niveau des pieds. Donc du coup, je fais de la marche rapide et ça, je le fais très régulièrement. Avec la petite astuce, en fait, j'ai la chance d'avoir une amie extraordinaire qui est un petit peu ma sœur de cœur et qui habite à Montpellier. Et en fait, on se fait des séances ensemble. On se branche avec les écouteurs et elle fait un petit peu la coach. Et du coup, on est comme ça pendant 1 heure à 1 heure et demie. Alors, on marche, après, on fait des étirements, on fait un peu du pilate. Et en tout, la séance dure à peu près 1 heure et demie. C'est du bonheur. Franchement, en fait, ça permet de prendre de la distance avec les traitements, avec les petits mots physiques. Après, bon, il y a toute une explication physiologique, évidemment, avec ce que ça libère le sport, mais c'est pas moi mon propos, je suis pas spécialiste en la matière. Je peux juste témoigner qu'effectivement, si je ne fais pas ma séance, je ne me sens pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre, donc j'ai contrebalancé effectivement le problème de l'activité physique en faisant du sport chez moi à la maison. Alors oui, je n'ai pas le côté social ou du sport en collectif, mais ce n'était pas non plus ce que j'aimais faire avant. Donc ça ne me manque pas. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir ma petite routine sport et en le pratiquant chez moi à la maison, je gère ma stomie sans aucun problème. En fait, que ce soit la stomie ou les pieds, tout est sécurisé. Je risque pas de me retrouver dans des situations compliquées. Et pour moi, ça, c'est important. J'ai fait un petit peu de yoga. Je fais un petit peu de yoga. Je peux vous dire que j'ai eu plus de mal à gérer ma stomie en allant faire du yoga qu'en faisant du sport, de la marche rapide ou des abdominaux chez moi à la maison. Donc c'est vrai que franchement, je trouve que c'est le bon. Pour moi, c'est le bon plan. Après, voilà, chacun a son tempérament, chacun a sa façon de procéder. Si j'ai envie de respirer, je vais marcher à l'extérieur et puis je vais écouter les oiseaux. Ça n'empêche pas. Le tapis de marche, c'est pour vraiment le petit côté activité modérée, intensive, exutoire, transpirer un peu quand même et avoir l'impression de faire du sport. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a certains moments, quand les traitements m'abrutissaient complètement, je ne montais pas sur mon tapis, hein. Je ne suis quand même pas maso. Mais dès que je pouvais, j'allais faire ma petite marche. Et ça m'aidait à supporter ces traitements. J'y pensais plus. J'y pensais plus. J'étais dans une activité physique qui me faisait du bien. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux apporter comme témoignage, pour moi, maintenir l'activité physique malgré les traitements et malgré un cancer, c'est une façon, en fait, tout simplement de se sentir vivant, hein. Le fait de pouvoir ressentir des muscles qui fonctionnent, on se sent vivant. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très important. Après, oui, ça a des contraintes, hein. Il faut s'équiper à la maison, il faut avoir une pièce pour mettre son appareil. Moi, j'ai investi aussi dans des élastiques, dans un ballon de kiné, je reproduis chez moi à la maison des petits exercices que je faisais en kiné périnéale. Voilà, je trouve que le faire en plus à deux, ou même si on pouvait être plus, ce serait vraiment pas un problème, quoi. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Merci, c'est un très beau témoignage, je crois, qui donne à comprendre aussi ce qu'on peut mettre en place
j'allais dire malgré ces vraies épreuves, hein, ta Catherine, plus les neuropathies, et pour autant le plaisir de bouger. Et je dirais que tu es quand même pas toute seule, vu que tu as mis en place ce truc de faire cette séance avec ton ami, même à distance. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à intégrer parfois, on le voit quand on fait des challenges avec Kipling, de faire des petites équipes, d'être plusieurs, c'est motivant, on échange. Et voilà, s'entraider, de trouver, on va dire, son ami d'activité, je trouve que c'est une super bonne idée aussi. Donc tu soulignais la réalité de gérer une stomie, et du coup je propose qu'on passe la parole du coup à Élodie Labedade, donc qui est stomathérapeute à l'Institut Curie et qui va nous apporter aussi son éclairage et ses conseils de spécialiste en la matière. Votre micro, Madame Labedade. Flûte, j'ai cru que j'avais validé. Je recommence. Donc, bonsoir, merci pour la présentation et pour l'invitation. Donc, je vais préparer une petite présentation pour donner un petit peu des conseils pratiques et techniques. Et après, on pourra avoir un temps d'échange, je crois, juste à la fin de la présentation. Donc, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, les stomathérapeutes sont des infirmières spécialisées dans le suivi de patients porteurs de stomie et aussi dans le suivi de patients ayant des troubles de la continence, que ce soit urinaire ou digestif. Donc la stomie, ça signifie bouche ou abouchement. Donc en fait, en pratique, ça consiste à extérioriser l'intestin pour l'aboucher directement à la peau de l'abdomen. Ça implique qu'on ne puisse pas contrôler le transit, donc d'avoir recours à une poche qui est collée en permanence sur le ventre pour pouvoir recueillir les matières. Alors, pourquoi on fait une stomie? C'est vrai que j'ai noté ce titre comme ça, mais j'ai construit la page différemment, pardon. Mais on fait une stomie, alors il peut y avoir des stomies qui sont dites transitoires. Elles ont pour objectif de protéger une anastomose. Donc c'est la couture qui est faite entre deux parties du tube digestif. Donc le plus souvent, c'est entre le côlon et le rectum. Ça peut être entre le côlon et directement l'anus, et parfois entre l'intestin grêle et le rectum ou l'anus également. L'objectif, voilà, c'est de sécuriser la cicatrisation. Les stomies peuvent aussi être définitives dans le cas où la continuité digestive ne peut pas être assurée pour plein de raisons différentes, parfois quand on ne peut pas conserver l'anus dans le cadre de chirurgie du canal anal. Donc les stomies peuvent être situées à différents niveaux au niveau du tube digestif. Elles vont du coup avoir un nom différent. On va parler de colostomie par exemple quand on abouche le côlon à la peau de l'abdomen, ou d'iléostomie qui correspond en fait à une partie de l'intestin grêle, parce que l'intestin grêle il a plusieurs noms, et donc du coup ça correspond à l'abouchement de cette partie-là de l'intestin grêle. Donc en pratique, les stomies, le fait qu'il y ait différentes parties de l'intestin qui puissent être abouchées à la peau, ça implique que les selles vont être différentes. Donc la fréquence va être plus ou moins importante en fonction de la stomie. L'aspect des selles sera plus ou moins liquide. En gros, c'est plus on avance dans le tube digestif, plus la digestion se fait, plus l'absorption de l'eau se fait, donc plus les matières sont moulées. Donc une stomie de l'intestin grêle aura des selles plus fréquentes et plus liquides. Les stomies du côlon auront des fréquences du coup moins importantes avec des selles plus formées. À ce moment-là, l'appareillage, en fait, c'est ce qu'on appelle les poches aussi plus généralement. J'ai pris un petit peu des choses que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc cet appareillage, on va pouvoir l'adapter en fonction de la qualité du transit, de la facilité du patient à utiliser le système et des différentes activités. Donc il existe des systèmes dits en 2 pièces où vous avez un support et une poche comme sur ma photo qui sont séparés, qu'on va pouvoir coupler, et les accouplements peuvent se faire de manière différente, soit ça se colle, soit ça se clip, soit ça s'emboîte. Donc ça, c'est à discuter en fonction de nos capacités de sensation et de préhension pour s'adapter au mieux. Soit ça peut être en une seule pièce, c'est-à-dire que le support qui colle à la peau et la poche sont associés pour ne faire qu'un seul bloc. Les poches, elles se changent tous les jours, que ce soit un système en 1 pièce ou en 2 pièces, avec un simple nettoyage à l'eau. Et pour les systèmes en 1 seule pièce,
Pardon, et pour les supports, pardon, on les change tous les 2 à 3 jours, dans l'intégralité. Voilà, le nettoyage, peu importe le système, se fait toujours de la même manière, de manière assez simple. On évite d'utiliser, des produits irritants pour la peau comme des lingettes, parfumées, des antiseptiques parce que c'est pas utile. En fait, étant donné qu'on va recoller un adhésif sur la peau, si on a laissé des produits irritants, ça peut venir, blesser la peau, créer des irritations qui peuvent être gênantes par la suite. Et puis ensuite, les poches, elles vont pouvoir s'adapter en taille, en forme. Les textiles vont être différents. Donc là, par exemple, je vous montre une poche qui est beige, une poche qui est noire. Il y a des poches qui vont pouvoir être également transparentes. Donc on peut s'adapter vraiment à ce qui est important pour le patient et à essayer en termes de sensation de textile de trouver quelque chose qui pourrait éventuellement convenir. Hop, ah oui, ok, il faut que je reclique là. Donc l'activité physique, quand on a une stomie, elle doit être progressive, en fonction déjà de la fatigue de chacun, parce que qui dit stomie dit, chirurgie. Donc on va pas trop vite. Dans tous les cas, comme pour toute chirurgie abdominale, on attend au moins 1 mois, le temps que la cicatrisation des abdominaux profonds et de la peau soit faite. Alors ça implique qu'il y ait pas de retard de cicatrisation au niveau, de la cicatrice. Ça se fait aussi en fonction des chirurgies. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que, sur certaines, chirurgies, on ne puisse pas conserver, l'anus, donc c'est ce qu'on appelle des amputations abdominaux-périnéales. Donc il y a des techniques opératoires qui sont très différentes en fonction, des chirurgiens, mais c'est une zone qui est plus longue à cicatriser. Parfois, on va utiliser enfin les chirurgiens vont faire ce qu'on appelle des lambeaux pour combler au mieux la zone. Donc le lambeau, c'est le principe d'utiliser une autre partie, du corps, des muscles plus de la peau qui permettront en fait, d'être positionnés, sur le site opératoire pour aider à la cicatrisation. Donc forcément, ça implique que, les temps de cicatrisation et les vigilances aussi, soient plus longs et les vigilances sont à adapter. Dans tous les cas, si on veut faire des activités sportives, parce qu'activité physique et vraiment le sport, c'est un tout petit peu différent du coup. L'activité sportive, si elle est plus spécifique, si, on veut faire des grosses courses, des matchs de rugby ou autre, il faut quand même, rediscuter de ça avec le chirurgien pour voir si c'est adapté avec, la chirurgie initiale. Par contre, l'activité physique, elle est à reprendre en fait dès que possible. Toujours en fonction de la fatigue parce que, ce qu'on va favoriser surtout c'est, tout ce qui va ne toute l'activité qui va pas trop solliciter la sangle abdominale, comme la marche, les mobilisations articulaires, le fait de monter ou descendre quelques marches, toujours en fonction, de la capacité physique, initiale. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tout ça, c'est très progressif. Un retour à domicile déjà en post-opératoire, c'est de l'activité physique parce que l'air de rien, on fait quand même beaucoup plus de choses que quand on est dans une, chambre où on nous apporte le repas, on nous apporte les médicaments. À la maison, on va d'une pièce à une autre, on regarde son courrier, on prend les céréales, enfin, il y a plein de mouvements qu'on ne faisait plus, qu'on refait. Donc ça déjà, c'est de l'activité, donc il faut vraiment y aller, étape par étape. Quand on a une stomie, il n'y a pas de vraie grosse contre-indication à la pratique du sport. Après, il y a certains sports qui sont, vraiment à discuter et à bien préparer, comme les sports de contact où il peut y avoir en fait, des blessures ou, des traumatismes au niveau, de la stomie. Donc ça, c'est à discuter au cas par cas et à bien être accompagné pour que vous ayez, les bons conseils. Je prends aussi l'exemple, des gros efforts physiques, on va beaucoup transpirer. Il faut bien penser, à adapter son hydratation, voire à la majorer en cas d'iléostomie. Il va aussi, parfois, devoir y avoir des hydratations un petit peu plus spécifiques, plus chargées en minéraux, en sel et cetera parce que, l'absorption est un peu moins importante, de sel et d'eau avec les iléostomies qu'avec les colostomies. Donc il faut pouvoir compenser vu qu'on transpire, pour pas se déshydrater rapidement. Mais ça, c'est des conseils à prendre mais ça n'exclut pas du tout l'activité physique.
Pour les patients colostomisés, il y a la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle des irrigations coliques. Donc c'est, le principe d'utiliser un dispositif médical qui permet en fait, de faire une grosse irrigation, donc de vider, le côlon des matières, fécales. Donc c'est un soin qui prend, environ 30 à 40 minutes, qui se fait tous les 2 jours et qui permet en fait, d'adapter des toutes petites poches telles que celle-ci par exemple, ce qui aide au contrôle du transit puisqu'on n'a, pas ou très peu de sel pendant l'intervalle de ces 48 heures. Pour les patients iléostomisés, ça, c'est pas possible de le faire parce que le transit est beaucoup plus régulier et beaucoup plus, liquide. Mais il y a quand même la possibilité d'utiliser, des, ralentisseurs de transit et d'adapter en fait, la quantité de ralentisseurs avant une, activité physique pour pas être trop, dérangé. Donc là, je vous ai montré un petit peu des exemples. Donc pour se baigner, il existe, des maillots de bain un petit peu, adaptés pour les personnes stomisées. Mais en fait, dans le commerce, donc là, je prends l'exemple de cette dame, mais dans le commerce, on peut trouver, des maillots de bain qui sont pas, faits pour les personnes stomisées, mais qui permettent en fait d'occulter un petit peu mieux la poche avec, des ceintures enfin des culottes taille haute. Voilà, il existe des choses un petit peu comme ça. Pour les hommes, c'est un petit peu plus difficile. Ah ouais, hop, merci beaucoup. C'est un petit peu plus difficile, de trouver, des choses parce qu'on c'est un peu moins fréquent quand même d'avoir, le maillot de bain qui remonte jusqu'au-dessus du nombril, mais ça existe quand même, chez certaines marques et il y a aussi la possibilité en fait de mettre des bandeaux. Donc il y en a des moins larges que ceux-là, qui peuvent vraiment se mettre pour, cacher la toute petite partie de la poche qui sort du maillot de bain et pour une autre activité physique qui permettent en fait de maintenir la poche. Donc j'insiste sur le fait que ce soit des bandeaux et pas des ceintures, abdominales, hein, c'est juste pour maintenir la poche. On peut avoir un maintien, il y a des marques qui font des slips avec une, élasticité plus ou moins importante où on se sent contenu, mais c'est pas de la compression abdominale comme avec une ceinture, avec des gros scratchs et cetera. C'est vraiment, plus de l'aide, au maintien qu'autre chose. Donc là, je vous ai remis aussi, différentes poches avec, les différentes couleurs, les aspects, de textile. Donc on peut vraiment travailler sur, la taille de la poche. Il existe en gros des tailles S, L et M. Forcément, quand on a une taille S, la capacité de contenance, elle est beaucoup plus faible. Donc du coup, si on a un transit régulier, c'est pas forcément adapté de prendre une taille S, mais tout ça aussi, ça peut se discuter et ça peut se travailler avec, la stomathérapeute. Il existe également, hop, des petites ceintures, tout porte le nom de ceinture, mais vous voyez bien que c'est des objets très différents, qui s'adaptent en fait directement, voilà, qui s'adaptent directement en fait, soit au niveau de la poche, soit au niveau du support en fonction des marques et des modèles et en fait qui permettent un maintien plus important au moment de l'activité physique. C'est pas nécessaire, mais ça peut, sécuriser déjà et le sentiment de sécurité, c'est quand même, très important et puis ça peut vraiment aider en fonction de l'activité physique, que l'on fait. Hop. Donc pour les personnes qui sont stomisées de manière transitoire, donc quand on a contrôlé la couture, qu'on sait qu'on a, le go pour que la stomie soit refermée, on peut, observer chez certains patients, des difficultés, dans la gestion du transit. Parce qu'en fait, si on a, raccourci ou, supprimé, le réservoir rectal, il y a, la possibilité, en fait le rectum il fonctionne un petit peu comme la vessie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, se dilater un petit peu puisqu'il est en forme d'ampoule pour recueillir les sels et au moment où il y a suffisamment de sel, il va y avoir un petit appel fait à l'anus pour dire: «Bah, ça y est, c'est le moment d'aller aux toilettes». Donc c'est un travail binôme qu'ils font, tous les 2 et quand il y a une chirurgie soit sur l'anus, soit très proche de l'anus, cette communication-là peut être un petit peu perturbée. Si on élimine le rectum ou s'il est vraiment raccourci, sa capacité de contenance est diminuée, mais aussi sa capacité à pouvoir, permettre l'exonération, donc la sortie des selles, parce que les fibres, qui sont présentes dans le rectum, elles sont faites pour pouvoir, permettre cette sortie des selles. Donc si on a moins de fibres, forcément, moins de fibres qui se contractent, forcément, il y a plus de difficultés à pouvoir bien éliminer de manière complète quand on va aux toilettes, ce qui peut occasionner ce qu'on appelle des fractionnements, donc des moments où on va aller plusieurs fois aux toilettes parce qu'on va pas avoir vidé correctement et
cet élément-là peut être un petit peu majoré dans le cas de la radiothérapie, parce que la radiothérapie peut impacter sur la capacité des tissus à se contracter, à fonctionner de manière habituelle. Ça, après, c'est des symptômes qui sont pas toujours systématiques, qui sont très différents en fonction des patients. On peut déjà commencer en donnant des conseils hygiéno-diététiques simples, à savoir la posture. Donc là, je vous ai remis un petit exemple d'un livret qu'on remet aux patients de posture pour faciliter en fait vraiment le passage des matières et faire qu'il y ait un effort d'exonération le plus minime possible pour le corps. L'alimentation également, parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir des selles trop dures et de pas avoir des selles trop liquides, parce que quand c'est trop liquide, c'est plus difficile à retenir. Quand c'est trop dur, c'est plus difficile à éliminer et là, ça va occasionner des gènes quasiment à l'identique que quand on a des selles liquides. Et l'hydratation aussi, parce qu'il faut toujours évidemment bien boire pour que la qualité des selles soit optimale. Et puis pour que et puis c'est tout en fait, pardon. Après si jamais déjà avec ces conseils simples, il y a des difficultés à pouvoir avoir une continence satisfaisante, et ben, il y a des conseils plus spécifiques, de la rééducation périnéale qui peuvent être faites ou de l'utilisation de dispositifs médicaux qui permettent, comme pour l'irrigation colique pour les personnes stonisées, bah, de se faire des irrigations par l'anus pour pouvoir en fait vider un maximum de matière et limiter en fait l'incontinence dans l'intervalle des irrigations. Donc, comme toute chirurgie, bah, le traitement chirurgical des cancers digestifs demande une reprise progressive et adaptée de l'activité physique et après du sport. Elle peut être accompagnée par des professionnels dans le cadre de l'activité physique adaptée ou plus spécifiquement par des kinésithérapeutes qui vont après travailler le global. Donc nous, c'est vrai qu'on on demande assez régulièrement à nos collègues kinésithérapeutes de participer à cette réhabilitation post-opératoire. Donc les traitements, quels qu'ils soient, à la fois chirurgicaux ou médicamenteux, ont un retentissement sur notre capacité à faire. Le plus souvent, c'est des périodes transitoires. On récupère pas toujours notre capacité à faire antérieure à la maladie et à la chirurgie et au traitement. Du fait notamment, d'une élimination qui est différente quand on a une stomie, du fait de troubles digestifs fonctionnels quand on a une stomie transitoire et qu'on a des difficultés à récupérer, ses fonctions digestives, ou parfois avec, comme le cytéine, des neuropathies induites par certains traitements où il va falloir adapter le chaussage, parfois même en faisant le plus de, comment dire? En étant, j'arrive pas à trouver mes mots. Parfois l'impact de ces neuropathies reste importante sur le quotidien. Il peut y avoir également des évaluations par les kinés pour conseiller de l'activité physique, du coup, vraiment adaptée à cette perte de sensibilité avec des exercices également adaptés. Dans tous les cas, il existe quand même des solutions pour essayer de s'adapter au mieux aux besoins et essayer de répondre au mieux aux attentes. Après, il faut toujours que ça reste dans une possibilité de faire et vraiment en discussion dans l'idéal avec les équipes de soins. Voilà. Bon, désolée pour ce bafouillement. Merci beaucoup. C'était extrêmement clair et très riche en informations. Alors, vous avez montré une jeune femme sur le pont d'un bateau. Cette conférence s'appelle Nager, faire du sport. Et on se posait la question, donc nager dans l'eau de la mer, il n'y a pas de souci. Qu'en est-il dans une piscine qui n'est pas une piscine individuelle, mais une piscine collective? Est-ce que les produits, est-ce que le risque d'infection, voilà. Alors théoriquement, alors déjà chez les patients qui vont se baigner, que ce soit à la piscine ou en mer, je conseille de changer la poche avant, surtout à la piscine. Par contre, il faut que ce soit dans les 2 heures au moins avant la baignade pour s'assurer qu'il y ait une adhésion satisfaisante de la poche contre la peau. Donc parce que si c'est trop rapproché, il y a un risque que la poche puisse un petit peu moins bien tenir, et de la changer juste avant parce que pour une piscine, c'est un petit peu plus hygiénique. Il y a des filtres que j'ai pas montrés.
je vais prendre une poche transparente, qui sont comme ça, qui se présentent de manière différente en fonction, voilà, juste là. Ces filtres permettent en fait à l'air des gaz de sortir de la poche pour éviter que la poche ne gonfle. Et à l'intérieur de ce filtre, il y a du charbon qui permet de capturer les mauvaises odeurs. Donc ce filtre, il peut être obturé par des petites gommettes qui sont vendues dans la boîte des poches. Donc c'est des gommettes qui ont un format adapté au filtre pour boucher le filtre et éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur pendant une baignade. Mis à part ces précautions-là, la poche, elle est censée être étanche, donc l'eau n'est pas censée rentrer à l'intérieur. Donc on est censé il n'y a pas de précautions particulières à prendre en cas de baignade en piscine. Merci. Merci beaucoup pour ça. Alors, une question d'Anne, et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez d'autres questions, à les mettre dans cet onglet, ça va nous aider à les remonter. Est-ce qu'on a une idée, Élodie, des sports les plus pratiqués par les personnes stomisées? Est-ce qu'il y a des... Alors, vous avez cette idée-là? C'est une bonne question et non, j'ai pas d'idée parmi les plus pratiqués. Alors, j'ai pas mal de patients qui font du vélo. Pas mal. Mais c'était leur activité antérieure. Ils n'ont pas réadapté leur activité physique par rapport à ça. Après, j'ai pas mal de patients aussi qui se baignent. Alors, j'avais un patient qui surfait encore, mais du coup, qui a arrêté parce que, pas à cause de sa stomie, mais parce que à cause de son dos plutôt. Voilà. Mais non, j'ai pas d'idée très précise sur les activités les plus faites. J'ai une patiente également qui fait du yoga. Après, il y a des personnes qui font pas d'activité sportive particulière. J'ai quand même pas mal de patients qui continuent à jardiner, à faire du bricolage. Voilà. Et ça, c'est vrai aussi pour les patients qui ont eu un rétablissement de la continuité. Okay. Juste les baignades en cas d'un. Ouais. Ça pourrait faire une jolie petite enquête union des stomisés de tout le monde là. Ouais, c'est vrai, ce serait intéressant de savoir. Là, Cyril connaît très bien toutes les équipes et les différentes associations de stomisés. Ouais, ça serait intéressant de voir en fait quelles sont les pratiques. Et juste aussi un clin d'œil, je ne sais pas s'il est là, mais sur notre réseau, on a Mike qui avait témoigné lui qui faisait du vélo avant son cancer colorectal et qui faisait même des courses cyclistes et qui après c'est toute une longue partie de traitement assez lourd, a pu reprendre et il a fait un gros challenge de retourner faire la course. Avec ses stomies, etc. Effectivement, il continue à faire du vélo, donc c'est une activité qui visiblement est tout à fait compatible. Alors, on n'a pas beaucoup de questions parce que je pense que vous avez donné énormément d'éléments de réponse et vous avez devancé toutes les questions des patients. J'espère. Vous avez évoqué certains vêtements adaptés. Alors, les maillots de bain, on a bien compris. Les bandeaux, ça s'achète sur Internet. Alors en fait, il existe plusieurs marques où vous pouvez retrouver des sites sur Internet. Alors je crois qu'il y a une marque qui a une boutique en province. Mais sinon, on peut retrouver sur Internet. Il y a des marques françaises et des marques anglaises. Après, en termes de qualité, alors il y a certaines marques aussi qui se vendent via les prestataires de santé qui fournissent le matériel pour les personnes stomisées. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder. Après, c'est comme pour tout. Je conseille quand même de regarder un petit peu les avis parce que moi, je ne suis pas amenée à commander régulièrement. Je commande pour la démonstration. Donc, je ne sais pas après si c'est fiable dans le temps, si ça tient bien, si c'est bien livré. Mais dans l'annuaire de notre réseau, on a référencé un certain nombre de sites, que ce soit les maillots de bain, la lingerie adaptée, des choses pour les sports, que ce soit pour les hommes et les femmes, qui ont été, recommandés par différentes personnes ou patients. Et donc on revisite régulièrement, mais c'est vrai qu'on peut les retrouver aussi comme ça si vous êtes intéressé. Après, il y a pas mal de choses aussi qu'on peut utiliser, qu'on trouve dans le commerce. Par exemple, les petits lycras de bain où du coup, ça permet de se protéger du soleil et de couvrir la stomie et ça fait des sports et c'est adapté pour l'activité, donc ça se voit pas trop. Enfin, il y a plein de choses. On n'est pas forcément obligé d'acheter des choses spécifiques pour trouver du confort. Cyril, est-ce que tu as une question brûlante à poser ou un partage d'expérience là-dessus? Il faut ouvrir ton micro.
évidemment, ça marche mieux. Je n'ai pas de questions brûlantes, mais vu que je suis l'intervenant juste après, je vais évidemment rebondir ce qui a été dit autant par Anne que par Élodie, avec et un retour d'expérience en tant que moi, patient, ancien stomisé, parce que j'ai été remis en continuité, mais aussi en tant que co-responsable de mon réseau cancer colorectal, où du coup, nous avons beaucoup de retours. Donc, j'y vais, hein, Élodie, pas vraiment de questions, mais peut-être que ce que je vais dire va créer une question, une réflexion à laquelle tu pourras répondre après, et ça ira très bien. Donc, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Donc, je suis comme Anne, un cancer du rectum. J'ai été stomisé, j'ai été remis en continuité. La conférence de ce soir s'appelle « Bouger, nager, faire du sport ». On est d'accord? Dans tout ça, il y a bouger. Et bouger, ce n'est pas forcément faire du sport. Et d'ailleurs, l'activité physique adaptée, ça n'est pas faire du sport. Le sport, c'est de la performance, c'est aller plus haut. Alors que l'activité physique adaptée, ça peut être votre jardin, votre bricolage, votre ménage, c'est bouger. C'est pas rester immobile dans son canapé. Parce qu'il ne faut pas rester immobile dans son canapé. Et c'est ça le plus important pour, pendant les soins, et pour après retrouver une vie qui va bien. Et typiquement, moi j'étais remis en continuité, donc il y a eu un moment où c'était super compliqué, parce que la remise en continuité avec 30 selles par jour, pour quelque activité que ce soit, physique, sportive ou autre, c'est super compliqué. Donc j'espère, et je pense que la prochaine intervenante va nous donner des informations là-dessus, mais c'est très très compliqué aussi. Et du coup, ça faut vraiment bien le gérer. Alors évidemment, on va entendre parler de maisons sport et santé, mais le problème, c'est que toutes les maisons sport et santé ne sont pas forcément au point. Typiquement, pour ce soir, j'ai essayé d'en contacter, j'en ai contacté 34, pour savoir si quelqu'un pouvait intervenir. Je voulais un coach APA, donc activité physique adaptée. Et en fait, j'ai eu que 4 réponses. Et la plupart, c'était « Ah non, le cancer colorectal, on ne fait pas ». Donc en fait, il y a toute une offre, on nous dit, hein, il y a quand même 509 maisons sport santé en France, mais elles ne sont pas toutes forcément formées pour quand on a un cancer colorectal, stomie ou pas stomie d'ailleurs, hein, c'est deux choses différentes. On n'a pas forcément une stomie quand on a un cancer colorectal, bien que les porteurs de stomie sont essentiellement des cancers colorectaux. Du coup, c'est assez compliqué. Après, on va vous dire, ah bah il y a le sport sur ordonnance. Combien de médecins connaissent réellement ce concept de sport sur ordonnance et à quoi donne-t-il droit? En fait, le sport sur ordonnance, en gros, vous allez être remboursé du bilantage, donc de ce que vous allez pouvoir faire en sport et tout. Mais après, tout le reste, ça sera pour vous un reste à charge. Et finalement, donc, ces maisons sport et santé qui ne m'ont pas répondu ou les rares qui m'ont répondu m'ont essentiellement renvoyé sur des associations de patients ou sur des associations qui proposaient du sport adapté. Et du coup, en fait, il faut vraiment vous retourner vers les associations qui peuvent vous proposer ça et sur des actions faciles. Après, il a été dit quel est le meilleur sport ou pas le meilleur sport. On a parlé de vélo et de vélo elliptique. Typiquement, le vélo, c'est très bien. Et je considérerais même le vélo d'appartement. Parce qu'il y a la stomie, il y a le cancer, mais il y a aussi les effets secondaires liés au traitement. Et typiquement, dans un cancer colorectal, il y a énormément de problématiques de ce qu'on appelle les NPCI, neuropathie périphérique chimio-induite, qui vont attaquer essentiellement les membres, les mains et les pieds. Souvent, sur les mains, ça va disparaître. Entre autres, on a des petits outils qui sont assez pratiques, comme ce que je voyais aujourd'hui à l'écran. C'est une petite balle à picou qui permet de me redonner de la sensibilité sur les doigts. On peut l'utiliser aussi sur le pied, c'est assez pratique. Mais quand vous avez, et là je vais dire des gros mots, quand vous avez des palesthésies, des sensibilités vibratoires, des gysesthésies, des sensations désagréables cutanées sans forcément le contact, des ataxies, des troubles de la coordination des mouvements volontaires, quand vous avez des hyposthésies, des pertes de sensibilité, des engourdissements ou des parasthésies, c'est-à-dire des fourmis, des brûlures ou des picotements sans forcément soit liés, le sport, ça va être compliqué. Vous n'allez pas être capable de courir, par exemple, ou de marcher très vite,
parce que la façon dont vous allez poser votre pied sur le sol, vous n'allez pas savoir comment vous posez votre pied et vous pouvez tomber. Donc, vous pouvez créer derrière une autre problématique qui n'est pas liée au cancer, mais celle de vous casser la figure. Et ça, c'est quand même super embêtant. Et c'est pour ça que quand je dis entre le vélo et le vélo d'appartement, mieux vaut le vélo d'appartement, parce que là, vous êtes tranquille sur un siège posé, vous pouvez pédaler, alors que dans la rue, vous ne savez pas si votre pied est bien posé sur la pédale et il y a un risque avec la circulation globale. Et du coup, par rapport au vélo elliptique, où là aussi, il faut mobiliser tout le corps et il y a des mouvements qui sont beaucoup plus larges, votre pied peut sortir de l'espace où il y a le pied et ce sera plus facile. Et ce que je voulais vous dire, ces parasthésies aussi sont importantes. On a dit du yoga, le massage aussi bien, les drainages lymphatiques manuels, c'est bien pour redonner un petit peu la sensibilité par rapport à tous ces termes médicaux que j'ai employés et retrouver un petit peu la sensibilité que cette peau, que ces organes ont perdu. Mais le problème, c'est que typiquement avec une neuropathie périphérique des membres inférieurs, vous n'allez pas pouvoir rester allongé sur le ventre sur une table de massage ou de drainage lymphatique avec le pied à plat longtemps comme ça. Parce qu'au bout de 10 minutes, vous allez avoir des décharges électriques, des picotements et des effets de jambes sans repos. Et ça va être très, très désagréable. Donc, en fait, tout ça, il faut l'adapter. Donc, il y a la théorie, et la théorie, elle est vraie. La théorie, il faut la faire. Typiquement, pour retrouver un transit tranquille, moi, une de mes solutions, ça a été vraiment la marche. Et la marche, pas 5 minutes, une demi-heure, 1 heure de marche. Parce que la marche aide au transit. Donc, si ça aide au transit, ça aide à la remise à la reprise de la vie après la remise en continuité. Donc, une fois qu'on vous a rabouché post-stomie. Mais même pendant la stomie, c'est essentiel. Il ne faut pas rester fixé dans son canapé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce témoignage? Sur la stomie, on a beaucoup parlé des stomies et typiquement, il y a 2 ans maintenant, donc mon réseau cancer colorectal, donc des labels, comme vous savez, de patients en réseau, a créé une série de 17 petites vidéos et Laure va nous mettre le petit lien dans le chat qui s'appelle « Ma vie avec la stomie ». Et on a abordé toutes les problématiques, pas forcément que des problématiques, des effets positifs aussi, des aspects positifs d'une vie avec une stomie. Et il y a un épisode qui s'appelle « Ma vie avec la stomie et le sport », où là, vous allez avoir des témoignages de patients, de soignants, et typiquement, de mémoire, il y a un patient qui dit qu'il court, qui nage, et que ça se passe très bien avec sa stomie et qu'il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment tout à fait le genre de choses que l'on peut faire et que l'on se doit de faire. Parce que le sport en lui-même, l'activité physique adaptée, qui n'est pas du sport, et le mouvement sont un bénéfice tant pour le traitement, j'allais même dire avant traitement, pendant les soins, le traitement et le post-traitement pour retrouver une vie qui ira vers le plus normal possible. Voilà le petit témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup. Il y a plein de sujets que tu as évoqués qui, je pense, vont être expliqués aussi par Madame Faravel. Donc, tu as fait une super transition et donc, je vais laisser la parole à Madame Faravel. On vous met vos slides? D'accord, merci. Oui, merci. Bonjour à tous et merci aux intervenants précédents, donc aussi bien Anne que Elodie et Cyril. Et merci d'organiser ce webinaire. Moi, je suis Kerstin Faravel, donc kinésithérapeute à l'Institut du cancer de Montpellier. Et je voulais juste aborder un peu, du coup, situer un peu l'activité physique dans ce contexte. Et pour rebondir à ce qu'a dit Cyril, c'est exactement ça. C'est l'activité physique, c'est pas du sport et enfin, l'activité physique, ça peut être un sport, mais c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire du sport. Par exemple, moi, je demande systématiquement aux patients s'ils font une activité physique. Et en fait, très souvent, hier encore, un monsieur m'a dit non, je fais rien, je fais pas d'activité physique. Et après, je commence à creuser. Et en fait, en fin de compte, il me dit qu'en fait, il va marcher une demi-heure par jour pour aller chercher son pain.
Donc, je dis, ben, pour moi, vous faites une activité physique et même de façon fréquente. Donc, voilà, il faut bien définir ce que c'est l'activité physique pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait juste un petit tour d'horizon de ce que c'est les recommandations en activité physique. Par exemple, l'OMS définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui demande une dépense d'énergie, et ce, peut-être dans un cadre de loisirs ou pour se déplacer, ou sur son lieu de travail, ou les tâches ménagères. Et les recommandations de l'OMS, c'est du coup de pratiquer 2h30 d'activité physique par semaine à raison de 3 à 5 fois et de façon avec une intensité modérée. Pour la Haute Autorité de Santé, promouvoir l'activité physique, c'est un enjeu de santé publique. Ensuite, au niveau de l'INCa, l'Institut national du cancer, moi, c'est sur ça que je me base, c'est la recommandation de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée ou légèrement intense par jour. Souvent, j'avoue que je dis tous les jours aux patients, mais voilà, je vois que là, c'est la définition, c'est 5 fois par semaine. Mais pour moi, je pense que c'est bien de dire tous les jours et après, on voit ce qu'on peut réaliser. Après, comme disait Anne, il y a une réalité aussi. Des fois, on se sent pas du tout de faire une activité physique. Donc, peut-être qu'il y a un jour qui passe. Et puis après, aussi, l'importance d'adapter à chaque moment l'activité physique. Donc, les bénéfices sont nombreux. On en a parlé. Cyril en a mentionné aussi. Mais il y a vraiment une meilleure tolérance au traitement. Ça a été démontré. Parce que, bon, il y a une réduction de la fatigue. Et donc, la meilleure tolérance au traitement, c'est aussi beaucoup à cause du maintien de la composition corporelle. Donc, le rapport entre la masse grasse et la masse maigre. Donc, plus on garde les muscles, mieux on tolère les traitements. Et du coup, meilleur sera le résultat, en fin de compte, des traitements. Donc, on augmente les capacités physiques et on peut aussi avoir une prévention contre l'anxiété. Donc, tout cet aspect sur la santé mentale avec une amélioration de l'estime de soi et une amélioration de l'image corporelle. Donc, je vous ai mis aussi le petit livret fait par l'INCa, bénéfices de l'activité physique pendant et après un cancer. Donc, ça, c'est tout à fait, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de l'INCa. C'est plutôt bien fait. Donc là, j'ai mis juste un rappel anatomique de l'abdomen. Elodie avait fait de même, mais donc moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les abdominaux. Donc il n'y a pas qu'un abdominal, il y a beaucoup de muscles qui se chevauchent et qui créent comme une ceinture abdominale. Donc le grand droit que vous voyez, c'est ça qui crée des plaquettes de chocolat quand on est très musclé. Après les obliques qui sont un peu de façon oblique justement au niveau de l'abdomen. Et après le transverse qui est la ceinture abdominale qui entoure le tout, qui contient l'abdomen. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien aussi d'une vidéo où vous pouvez voir ça plus en 3D. C'est vraiment assez sympa. On voit comment ça se superpose. Donc, je vous invite à regarder ça peut-être après le webinaire. Donc, nous, à l'Institut du cancer de Montpellier, on a commencé à travailler sur un guide en kinésithérapie. Mais donc, juste pour rappel, là, c'est vraiment au lit du patient, soit après chirurgie colorectale, soit après une stomie, soit après un rétablissement de continuité aussi. Moi, je suis aussi une casquette de professeur de yoga. Donc, c'est les exercices que je propose, c'est un peu inspiré du yoga, avec une prise de conscience des modifications qui ont eu lieu dans le corps. Je pense que c'est très important parce qu'après une chirurgie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on n'a pas du tout les mêmes repères. Donc, c'est très important de se retrouver dans son nouveau corps. Et en fait, c'est d'autant plus important que ça va changer. Donc, en post-opératoire immédiat, il y a des sensations.
Mais bien sûr que ça va pas rester tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller de façon très progressive. Et ça, Elodie, elle a aussi insisté là-dessus et je suis tout à fait d'accord. Et on s'en sert beaucoup de la respiration pour justement accompagner les mouvements et les sensations. Bien sûr que l'abdomen, du coup, bouge avec la respiration et c'est tout l'enjeu. Donc, si on peut accompagner tous ces mouvements avec des sensations nouvelles, avec la respiration, c'est plus facile. Donc, on commence par d'abord une prise de conscience de tout ça, après des contractions statiques, parce que du coup, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de risque pour la cicatrisation, au moins en tout cas. Et après, pour amener des mouvements dynamiques avec plus de contractions dynamiques. Et donc, tout ça, il faut apprendre à connaître son corps à nouveau, hein, et se sentir à l'aise. Et j'ai mis aussi ne pas se limiter. Et bien sûr, du coup, en fait, tout ça, c'est de façon très progressive. Donc, bien sûr qu'au début, il faut se limiter par rapport aux sensations qu'on a dans son corps. Mais en fin de compte, je pense qu'il faut un petit peu aller au-delà des limites, pas au-delà des limites de sensations désagréables, mais il faut essayer d'aller un peu vers des torsions, même si on a peut-être un peu peur au début, mais il faut essayer d'y aller de façon très progressive et même, pourquoi pas, accompagnée. Donc voilà, les mouvements qu'on propose, c'est des bascules du bassin, des contractions, mais avec les mains sur les cuisses pour que la contraction soit statique, des étirements d'un côté et de l'autre, des torsions allongées, après des torsions et des inclinaisons debout et des flexions en avant. Pour après, évidemment, se tourner vers une activité physique habituelle ou nouvelle pour la personne. Et donc, bon, j'ai bien entendu aussi qu'il y a des freins à l'activité physique et évidemment, il n'y a pas que, voilà, ça serait facile de juste y aller, mais on peut avoir des neuropathies comme décrivaient Anne et Cyril, et ça peut être très handicapant et puis on peut avoir la meilleure volonté mais pas y arriver de toute façon. Donc, il faut pas hésiter à consulter. Il faut pas rester avec des limitations, mais il faut vraiment chercher un conseil spécialisé. Donc, pour les neuropathies, il faut consulter un médecin algologue. Et donc, il y a plusieurs solutions. C'est peut-être pas à 100%, ça je suis bien d'accord, mais ça vaut le coup d'essayer. Il y a des patchs de Cutenza, c'est en application sur les neuropathies et pour essayer de réduire celle-ci. Et après, maintenant, il y a des protocoles de photobiomodulation. C'est un laser de faible énergie. Et pour l'instant, c'est ce qui est utilisé là sur la photo. Il y a des indications sur les mucites, les érythèmes, plutôt des affections plutôt cutanées. Mais on va bientôt démarrer une étude sur Montpellier sur les neuropathies. Donc, il y a déjà des expériences faites dans la littérature, mais il n'y a pas encore des preuves suffisamment solides pour vraiment dire que c'est ça le traitement de référence. Mais on essaye de chercher. Et puis après, comme Cyril disait aussi, des petites balles, des massages pour pouvoir augmenter la circulation. Ça peut avoir un effet. Le temps également, parce que plus on est à distance, ça peut aussi réduire les neuropathies dans un premier temps. Après, une fois qu'on considère que c'est des séquelles, il faut trouver d'autres moyens. Après, on parlait aussi des gestions des effets secondaires, donc des incontinences. Et comme disait Cyril, là, il faut faire appel à une kinésithérapeute spécialisée et qui va aussi, Elodie, elle en parlait, parler des conseils d'hygiène de vie, tout simplement comme elle décrivait dans sa fiche, la façon d'aller aux toilettes, c'est très important. Et on a fait des sondages même auprès de nos étudiants. En fait, ils savent pas du tout comment aller aux toilettes, donc de façon plus optimale. Donc pourquoi on le saurait avant d'être concerné? Donc tout simplement, tous ces conseils, ça peut vraiment améliorer la situation.
Après, tout ce qui est rééducation manuelle, électrostimulation, biofeedback, travailler sur les volumes, après, améliorer la statique pelvienne, traiter certaines douleurs, on peut aussi, et améliorer la proprioception. C'est des axes de travail pour ces kinés spécialisés. Voilà. Après, donc pour conclure, je vous mets juste quelques messages. C'est de vraiment pas hésiter à consulter des spécialistes. Il faut pas rester seul avec des problèmes qu'on a identifiés et en se disant que non, mais ça va passer. Non, il faut vraiment consulter, se faire accompagner par des associations et des patients partenaires. Nous, on travaille beaucoup avec les patients partenaires, y compris Cyril. Et je trouve ça c'est très enrichissant pour les soignants. Donc, je peux aussi imaginer pour les patients. On peut avoir une idée un peu presque reçue et puis finalement, en parlant avec quelqu'un qui a vécu la situation, ou plusieurs personnes d'ailleurs, parce que la situation n'est pas toujours identique, la vision change. Et il faut aussi apprendre à gérer ses peurs. Et du coup, peut-être que de consulter une psychologue, ça peut être aussi un axe de soutien, en tout cas. Et la conclusion ultime, c'est qu'il y a des solutions. C'est pas toujours à 100%, mais voilà, on fait au mieux et vraiment on essaie d'accompagner au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre écoute et voilà. Merci. Cyril avait une question, je crois. Oui, Kerstin, merci pour l'intervention. Enfin, merci à tout le monde d'ailleurs. Je me fais le relais d'une question qui est souvent posée. Avec les exercices que tu as montrés de respiration abdominale et ces exercices abdominaux qui sont assez souples finalement et pas trop violents, donc qui vont éviter tous les problèmes qu'on pourrait penser. Est-ce que cela peut aider aussi quand on a des soucis d'incontinence ou des problèmes de différenciation ou d'impériosité? Oui, tout à fait. Donc là, moi, je travaille essentiellement dans la situation post-opératoire immédiate. Donc, comme disait Anne, après une laparotomie, on a des précautions à prendre, peut-être la kiné respiratoire à faire en post-op immédiat. Et j'ai une collègue qui travaille du coup plus sur des situations plus en post-opératoire différé. Et effectivement, et c'est très important la façon de respirer parce que on joue avec, c'est des volumes tout ça, c'est des pressions. Donc en fait le diaphragme, comment le diaphragme monte et descend au niveau des viscères, ça a une importance. Comment on utilise ses abdominaux, donc c'est très important. Donc oui, ça a plusieurs importances en fait la respiration. En fait, on a une boîte en fait et là on gère cette boîte avec la respiration. Donc voilà. Et puis, je crois que la respiration peut aider également à l'exonération pour éviter de faire des poussées trop importantes lorsqu'on va à la selle pour être vraiment compatible. Enfin, efficace. Et du coup, permettre, j'imagine, une meilleure exonération et permettre peut-être les problèmes le nom m'échappe. De fuite. Non, pas de prolapsus. Prolapsus, oui. C'est ce que voilà. Et en fait, ça aide aussi, d'accord. En fait, il faut éviter de pousser trop fort parce qu'on va pas pousser sur les sutures, sur le périnée. Donc c'est voilà, d'où l'importance de gérer la respiration. Et Elodie l'a évoqué tout à l'heure, il y avait des possibilités pour les stomisés définitifs d'une fermeture de l'anus complète. Est-ce que ce genre d'exercice est aussi préconisé ou pas dans le cas de ces patients-là? Juste par rapport à la partie chirurgicale, comme je disais tout à l'heure, on pouvait utiliser différents types de tissus et c'est pas toujours le cas pour aider à la cicatrisation. Donc, ça va être très fonction des tissus utilisés. Si c'est utilisé, par exemple, on peut utiliser une partie des muscles grand droits
plus ou moins avec la peau de l'abdomen. Donc du coup, j'imagine que les conseils qu'on va donner seront différents s'il n'y a pas du tout eu de lambeau ou si c'est un lambeau qui est avec le gras de l'abdomen interne. Donc du coup, il n'y a pas de répercussions sur les abdos. Ça, quand il y a ce type de chirurgie, je pense que les conseils sont vraiment à adapter en fonction de la situation de chaque patient parce que les techniques opératoires sont très différentes en fonction des opérateurs. Enfin, je me permets, hein, Kirstine. Oui, je pense que c'est vrai. Chaque situation est différente et puis ça dépend de la fragilité des sutures, des tissus concernés. S'il y a eu de la radiothérapie, évidemment, du coup, c'est dans le délai que ça va être très spécifique et ça, le chirurgien va certainement donner des indications là-dessus aussi. Après, ce qui est important, c'est que ça veut quand même dire que le plancher pelvien est fragilisé du fait de la chirurgie, avec ou sans lambeaux pour compléter la cicatrisation. Donc, les efforts où on va avoir une très grosse pression intra-abdominale, ça va exercer une forte pression sur la cicatrice périnéale. Donc, il y a, pour le coup, les exercices et le sport ou l'activité physique sera vraiment adapté en fonction de la situation de chacun et de limiter ces hyperpressions pour limiter le risque de hernie en fait au niveau du périnée. Ouais. Élodie, vous venez de parler d'un mot savant, périnée. Donc, s'il y a des messieurs qui nous suivent ce soir, sachez que vous avez aussi un périnée, c'est pas que chez les femmes. Et du coup, est-ce que les exercices périnéaux postpartum sont à peu près les mêmes que justement dans une chirurgie qu'il peut y avoir pour un cancer colorectal? Donc, juste ça, moi je peux pas y répondre parce que c'est vraiment la part des kinés, mais j'ai un petit truc là pour montrer le périnée homme et le périnée femme. Donc en effet, les hommes et les femmes ont des périnées. Après, ça se travaille vraiment de manière complémentaire aussi avec la sangle abdominale. Après, sur le travail de rééducation, le périnée, c'est un complexe de muscles, du coup, qui doit être en capacité de se contracter quand il a besoin de se contracter. Et il a une contraction autonome, c'est-à-dire non contrôlée. Et après, il va y avoir des contractions souhaitées, par exemple, quand on veut se retenir d'aller à la selle ou quand on tousse pour augmenter le maintien. Mais il doit aussi savoir se relâcher dans des moments, justement, où on va à la selle, etc. Donc, encore une fois, c'est à adapter. Quand on est en postpartum, il y a eu un accouchement plus ou moins traumatique. Donc, les tissus, ils n'ont pas du tout été sollicités de la même manière que sur une chirurgie pelvienne, c'est-à-dire les organes qui sont dans le bassin, plus ou moins du périnée si c'est une chirurgie de l'anus. Est-ce que je peux juste apporter mon témoignage? Oui, par rapport à ce qu'on a entendu là, je voulais juste revenir sur la question de la stomie en piscine, parce que Myriam, dans le... On ne vous entend plus, Anne. Tu as coupé ton micro. Ah, pardon. Vous m'entendez là? Oui. D'accord. Oui, je voulais juste revenir sur la question de la stomie à la piscine, parce que Myriam, dans le chat, a également posé la question et demandé des témoignages par rapport à d'éventuels refus au bassin. Je voulais juste apporter mon témoignage que lors d'une cure à Plaubières-les-Bains, c'était une cure digestive et rhumato. Effectivement, le médecin de la cure n'avait pas voulu me prescrire ce qui se faisait en piscine quand il a vu que j'avais une stomie. Donc voilà, ça c'était juste pour apporter ce témoignage. Ensuite, je voulais juste rebondir aussi par rapport aux exercices de kiné qui effectivement sont hyper importants finalement pour travailler tout ça chez soi aussi à la maison. Moi, ça m'intéresse parce que comme j'ai une routine avec des assouplissements après la marche rapide, et ça m'intéresse de faire également ça chez moi. Et je me disais, mais pourquoi finalement les chirurgiens d'emblée ne proposent pas après de la kiné pour travailler sur toutes ces questions-là, y compris sur le massage un peu viscéral, parce que finalement, moi j'ai découvert là à la dernière cure, et c'est le seul point positif que je retire vraiment de la cure à Avesnes-les-Bains, j'ai découvert la fasciathérapie. Et en fait, j'ai appris que je pouvais chez moi, effectivement, un peu provoquer ce massage interne des tissus, parce que la cicatrice, elle n'est pas que extérieure, elle est aussi à l'intérieur.
Et je me dis, mais bon sang, pourquoi est-ce que ça nous est pas dit? Pourquoi les chirurgiens l'intègrent pas d'emblée? Je trouve que c'est dommage. Voilà, donc je voulais juste apporter ce petit complément. Du coup, Kerstin, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu de quoi il s'agit? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. On a aussi ce retour sur mon réseau cancer gynéco, avec ces grosses chirurgies où j'ai éventuellement une grande cicatrice à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai tous mes organes qui sont aussi traumatisés et qui cicatrisent, voire avec des adhérences, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Et puis, dans notre échange préparatoire, moi, je trouvais que c'était intéressant aussi que vous nous disiez finalement, quand on est voilà, en traitement pour un cancer colorectal, est-ce qu'il y a toujours des kinés dans notre centre? Enfin, qui peut nous donner ces conseils? C'est-à-dire que si on est au courant, ben, en post-op, peut-être aller chercher les bons conseils. Et est-ce que, par exemple, c'est quelque chose d'assez classique de prescrire de la kiné après, en ville, quand on n'est plus à l'hôpital, parce qu'on reste assez peu aussi à l'hôpital? Est-ce que vous avez des conseils, des relais particuliers, puisqu'on voit bien qu'il y a des besoins spécifiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aussi comment retrouver, qui prescrit la kiné, je dirais, pour après la chirurgie, pour prendre ses habitudes, hein, parce que pour créer une routine, il faut quand même pas mal de choses. Il faut déjà aller mieux, il faut avoir la volonté, il faut être encouragé, et souvent guidé par un professionnel, ça aide énormément avant de pouvoir être autonome. C'est sûr. Donc, comme je l'avais précisé tout à l'heure, moi, je suis plutôt dans la phase du coup à l'hôpital en service de chirurgie, mais c'est vrai qu'on reçoit aussi des patients un tout petit peu à distance, mais plutôt pour de l'évaluation. Et du coup, on oriente ces patients vers des kinésithérapeutes en ville, essentiellement, mais on travaille aussi avec des enseignants APA, selon du coup le stade de la cicatrisation et en fonction des besoins. Mais il y a de plus en plus de kinés maintenant libéraux qui sont tout à fait équipés, formés pour encadrer de l'activité physique adaptée et aussi travailler les cicatrices. Ça, tous les kinés le font. Et après, éventuellement, continuer par un enseignant en activité physique et pourquoi pas des séances en visio. Nous, on a développé ça pas mal aussi. Je donne des cours de yoga par visio et je sais que mes collègues en activité physique adaptée aussi, ils ont des créneaux en visio. Donc, tout ça, ça se développe en permanence et puis, comme on disait en amont, les annuaires de kinésithérapeutes formés vraiment sur la rééducation périnéale, anorectale, c'est un peu compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et je pense que le mieux, nous, on a commencé à constituer un annuaire à l'ICM, mais bon, ça sert à rien pour les gens qui nous écoutent parce que c'est très régional. Mais je pense que du coup, ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher des professionnels là où on a été soigné pour voir si eux aussi, ils ont un réseau de professionnels un peu à proximité. Je vais rajouter un petit truc quand même, Kerstin. Si c'est important même pour ceux qui ne sont pas à Montpellier, parce que grâce à ce réseau régional qui a été fait, il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est un groupe WhatsApp ou Facebook de ces professionnels qui peuvent demander dans d'autres régions s'il y en a et du coup les retrouver par ce biais-là. Après, les annuaires pour les kinés spécialisés en pelvie périnéale sont assez bien renseignés, je crois. Mais ça, on le relaie dans le grand national pelvie périnée, on le relaie sur mon réseau cancer colorectal. Mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant de se rapprocher aussi dans son centre pour. Ah oui, bien sûr. Peut-être qu'à Paris, il y a peut-être un bon réseau. À Montpellier, on était un peu court, je sais, mais je ne sais pas comment c'est ailleurs au niveau national. Je sais que... Parce que finalement, je suis un peu le seul homme du plateau là, et quand on a besoin d'une kiné périnéale et quand on est un homme, c'est encore plus compliqué. Déjà, les trouver, c'est compliqué, et quand on est un homme, c'est encore plus compliqué, en province au moins. Et du coup, n'hésitez pas, messieurs, si vous en avez besoin, d'insister ou de demander aux associations, à vos professionnels de santé de vous aider sur cette recherche.
En fait, la difficulté, c'est que dans la spécialité pelvipérinéale, il y en a qui vont plus être postpartum ou incontinence urinaire, et il y en a encore moins sur l'anneau rectal. Et il y a un peu de limitation parfois parce que ça veut dire qu'il y a une chirurgie, de la radiothérapie, des coutures. Donc c'est pour ça que par la consultation qu'on a avec ma collègue kiné spécialisée, justement, on essaye de donner un maximum d'infos pour qu'il n'y ait pas de limitation en ville, ou s'il y en a, qu'on précise lesquelles pour bien faire pour le patient. Voilà. Après, on a un peu les mêmes propositions qu'à l'ICM en termes de suivi ou kiné. Eh ben, merci à tout le monde. Je vous propose de redonner la parole juste pour quelques mots de la fin. Donc, en étant concis, on va commencer par le début. Alors, Anne, est-ce que tu souhaites revenir sur des points particuliers, ou comment tu synthétiserais? Oui, moi je souhaite à vous entendre. Je me dis que j'ai quand même trouvé un truc pas trop mal là chez moi avec ma routine et mon tapis de marche. Je me dis je vais continuer, c'est bien, ça m'a l'air bien adapté. Voilà, donc et puis je voulais aussi vous dire effectivement, parce que j'ai vu que Laure l'a mis en ligne, j'ai failli oublier, mais ça vous apparaît peut-être à l'envers. Voilà, là, il y a un petit livret sur le sport et l'activité physique, on va dire, plutôt que le sport. Cap sur mon activité physique, et j'avais un petit peu expliqué, j'avais rédigé un petit texte pour expliquer comment m'était venue cette idée et ce que ça me procurait. Et dans le témoignage de Madame Faravel-Kerstin, j'ai vraiment retrouvé vraiment les bienfaits, quoi. Je suis bien en raccord avec ça, quoi. Donc ça m'a fait du bien de le voir aussi et de l'entendre par une professionnelle. Et puis sinon, non, juste pour le mot de la fin, demain, je fais un petit peu de propagande. Demain à 11h sur mon réseau cancer colorectal, avec Myriam, on anime un petit café à 11h de papotage sur lequel on espère retrouver peut-être certaines personnes qui nous ont suivis ce soir. Avec plaisir, on pourra échanger, puis à la limite reparler un petit peu de ce qu'on a entendu ce soir. En tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup, et sans oublier la routine papotage avec la copine au téléphone quand on marche pendant 1h30 et qu'on fait du yoga. Mais ça, c'est juste génial, hein, vraiment. On va le retenir. Élodie, est-ce que vous avez un mot de la fin? Je crois que Anne a tout dit. En tout cas, merci de m'avoir écoutée. J'espère que les petits conseils ont été pratiques, et comme a bien souligné Cyril, c'est important d'essayer de bouger tout au long de sa prise en charge, même avant les traitements, de commencer à se faire des petits rituels, parce que c'est vrai que quand on ritualise, ça fonctionne mieux parfois, et de pas se donner des objectifs trop importants. Il faut y aller vraiment à son rythme, et c'est normal qu'on soit fatigué, c'est normal qu'on n'ait pas toujours envie. Et c'est parfois pas facile de l'accepter, surtout en fonction de certains tempéraments, et on comprend bien, mais voilà, faut se laisser du temps, mais essayer de bouger comme on peut, même avec des petites choses. Merci. Cyril? Je reprends exactement ce que vient de dire Élodie. On est tous différents, aussi bien physiquement, personnellement, que par rapport à notre pathologie. Donc, il y a des recommandations. On nous demande de faire du sport, de l'activité physique. On n'a pas forcément envie, on n'est pas forcément capable. C'est pas grave, mais il ne faut pas laisser tomber pour autant. Il faut se faire accompagner par des professionnels, et c'est ça qui vous permettra de vous aider. Et comme Anne a fait sa petite pub, je vais faire ma petite pub aussi, parce que moi, je ne peux pas être à Dommage au café colorectal demain, parce que les vendredis matins, je tiens la permanence de l'espace échange patient à l'ICM, où tous les patients sont bienvenus pour discuter avec moi de choses et d'autres. ICM à Montpellier, à l'Institut du cancer de Montpellier, où travaille Kerstin. Voilà, Madame je passe la parole. Bon, moi, le mot de la fin, ça serait, en fait, toutes ces recommandations, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Élodie et Cyril. Effectivement, les recommandations, c'est bien beau, mais en fait, c'est toujours mieux de faire peu, ou le tout petit peu qu'on peut faire, que rien.
Donc, en fait, même si on se dit non, mais je peux pas faire ce que j'ai prévu de faire, c'est toujours mieux que rien. Et des fois, on a des sportifs, des patients qui sont très sportifs auparavant, mais c'est eux qui ont le plus de mal parce qu'ils voient qu'ils peuvent pas faire comme avant, exactement comme vous disiez, Anne. Et du coup, c'est un peu non, mais ça sert à rien. Mais si, c'est pas du tout, ça sert à pas rien et il vaut mieux faire un peu que rien. Ouais, du coup, merci beaucoup. Moi, du coup, je voulais juste faire un petit mot. Je vais garder cette phrase, c'est toujours mieux que rien. Je trouve que c'est vraiment génial. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble que à travers nos réseaux de patients et notamment mon réseau cancer colorectal, on a ce côté aussi encourageant de ceux comme Anne ou Cyril qui ont déjà mis en place, qui ont déjà essayé, qui arrivent un petit peu mieux. Et il faut rappeler que c'est quand même assez contre-intuitif. Quand on sort de l'hôpital et qu'on se sent pas très bien, on a quand même plutôt tendance à rester tranquille sur le canapé qu'à se mettre à marcher. Et en fait, quand c'est d'autres patients qui vous disent si, vas-y, et même un petit peu, ça me fait du bien, et avec cette phrase, c'est toujours mieux que rien, en fait, on a plein de gens qui disent, en fait, c'est vrai que ça m'a fait du bien de ressortir, d'écouter les oiseaux, de faire quelques pas, ça déstresse et tout. Et quand cet échange entre pairs, il est aussi très encourageant. Donc, on vous invite aussi, vous les soignants, à nous aider à faire connaître en fait cet échange possible à travers les kilomètres. Parce qu'on n'a pas dit, mais Anne, elle est plutôt au nord-est de la France, et puis Cyril au sud, et nous, on est en région parisienne. Donc, c'est vrai que c'est aussi ça, on gomme les kilomètres, on tisse des liens, on s'encourage. Et voilà, donc merci beaucoup à tous. Et bon, bien sûr, vous retrouverez très prochainement le replay de cette super webconférence. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bonne soirée. Vous allez recevoir un questionnaire. Donc, si vous pouvez y répondre, ça serait super. Et on partage toujours les résultats avec nos orateurs en plus. Donc, voilà, ça peut être une motivation supplémentaire. À bientôt. Bonne soirée.